Il y a 50 ans, la France était encore la 5e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, elle croule sous les déficits, la dette est devenue incontrôlable et la désindustrialisation n'a jamais été aussi importante. Les signaux d'alarme se multiplient, mais nos dirigeants, toujours plus médiocres et déconnectés, persistent à les ignorer. Pire encore, ils ont l'arrogance de prédire l'effondrement des autres pays. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Soyons clairs, la descente aux enfers de la France ne date pas d'Emmanuel Macron. Ses prédécesseurs n'ont pas brillé par leur clairvoyance non plus. Mais il faut reconnaître que Macron a appuyé sur l'accélérateur. Souvenez-vous, on nous avait promis un Mozart de la finance. Résultat, un Mozart de la dépense. Macron n'a fait qu'enfoncer davantage la France dans le communisme, multipliant les décisions économiques absurdes, flirtant parfois avec la haute trahison en bradant nos fleurons industriels. Et soyons honnêtes, un pays qui étouffe systématiquement ses entrepreneurs et punit le succès ne peut qu'aller droit dans le mur. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur. Mon objectif, c'est de dresser un état des lieux réaliste de la situation française en 2025 et de répondre à la question que se posent de plus en plus de Français: comment survivre à l'effondrement inévitable de la France ? On verra aussi si l'État peut vraiment piocher dans votre épargne, comme le suggèrent de plus en plus de politiques. Donc le but de cette vidéo n'est pas seulement de poser un diagnostic, mais aussi d'apporter des solutions. Alors il est vrai que tout cela peut être un peu anxiogène, mais il est important que vous compreniez la situation pour vous préparer à agir rapidement. Commençons par les chiffres. En 2024, la dette publique atteint des niveaux écrasants. Le PIB de la France est de 2900 milliards, tandis que la dette est de 3300 milliards. Notre dette représente donc 115% du PIB. Cela signifie que pour chaque euro produit par notre économie, nous devons rembourser 1 euro et 15 centimes. La comparaison avec nos voisins est humiliante. En Allemagne, la dette représente seulement 66% du PIB, soit presque 2 fois moins. Pire encore, la dette française continue d'augmenter à un rythme effréné, bien plus vite que chez nos voisins européens. Si rien ne change, cela pourrait rapidement devenir ingérable. Et ce n'est pas tout. Le déficit public de la France dépasse 5% du PIB, le plus élevé de la zone euro. En 2025, on pourrait même dépasser 7%, pulvérisant le seuil européen de 3%. En clair, la France vit au-dessus de ses moyens depuis trop longtemps. Naturellement, cette spirale infernale impacte notre économie. L'industrie française est en pleine récession. Pourquoi est-ce que c'est si grave ? Eh bien parce que l'industrie est le moteur des exportations, de l'innovation et de la création d'emplois. Une industrie en récession, c'est une économie qui se fragilise. Cela se traduit par moins d'investissements, des licenciements et une dépendance accrue aux importations. En 2024, on a déjà enregistré près de 70 000 fermetures d'entreprises. Ce n'était jamais arrivé avant cette année. Et que dire des taxes ? La France reste la championne mondiale des prélèvements obligatoires. Le taux de prélèvement obligatoire dépasse 45% du PIB. On n'est ni plus ni moins le pays le plus imposé et taxé au monde. Mais au-delà des chiffres, ce qui importe, c'est l'impact insupportable sur les ménages et les entreprises. Pour un entrepreneur, chaque euro gagné est ponctionné par une multitude d'impôts. Impôts sur les sociétés, cotisations sociales, TVA, CFE et bien d'autres. Cette confiscation injuste d'argent durement gagné empêche les entrepreneurs d'investir, d'embaucher ou simplement de développer leur activité. Cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà, et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Voilà où nous en sommes. Ce témoignage n'est pas un sentiment isolé. Chaque année, 200 000 Français quittent le pays. Des entrepreneurs, des ingénieurs, des investisseurs, bref, tous ceux qui produisent de la valeur. Ceux qui peuvent s'installent dans des pays où l'État les respecte et ne vole pas le fruit de leur travail. C'est juste une question de bon sens. Quand on punit le succès, on peut s'attendre à ce que ce succès aille ailleurs. Quant aux ménages, ils sont également pris à la gorge. Charges sociales élevées, impôts sur le revenu, taxes foncières, TVA, leur pouvoir d'achat s'érode année après année. Et quand les Français ne consomment plus, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre. Et si encore nos impôts se traduisaient par des services publics performants ? Mais non, 57% du PIB est consacré aux dépenses publiques. Mais où va cet argent ? Certainement pas dans des services performants. Une grande partie de nos impôts est dilapidée dans une bureaucratie tentaculaire et dans des doublons administratifs. Par exemple, la France emploie 1,5 million de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Cela représente plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, et ces postes ne sont pas toujours productifs. Les doublons et l'empilement des structures aboutissent à un gaspillage d'argent public qui donne le vertige. Plus de 52 millions d'euros en frais de fonctionnement chaque année. Pendant ce temps-là, nos infrastructures s'effondrent. Hôpitaux, écoles, routes, rien ne fonctionne correctement. La santé est en crise, l'éducation n'arrive plus à assurer un niveau compétitif, et les Français subissent des temps d'attente interminables dans tous les secteurs vitaux. Dans le même temps, l'État dépense 850 milliards d'euros par an en prestations sociales. Parmi ces prestations, certaines sont utiles et légitimes, mais on finance aussi le RSA de gens qui ne veulent pas travailler, leurs vacances au camping, leurs cours de vélo, et encore ça c'est quand ils vivent en France. Je tape dans la CAF, oui je touche le RSA. Mais tu vis pas en France pourtant.
je vis à Miami. Mais comment tu peux taper dans la cave, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? parce que j'ai aussi une adresse en France. On a mis à moi, des potes de quartier, ils sont au RSA, ils vendent un peu de trucs sur le côté et ils sont bien. Ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. L'État raquette les travailleurs pour financer des gens qui ne contribuent en rien au pays. Encore récemment, la France a financé le réseau d'eau potable de la Palestine, alors que Mayotte, un département français, n'a pas accès à l'eau potable dans toutes ces zones. Et c'est là le gros problème de la France. On dépense des fortunes dans des projets non productifs et mal planifiés, comme une route solaire à 5 millions d'euros qui ne produit pas d'électricité. Pourquoi? Eh bien parce que quand une voiture roule sur un panneau solaire, le soleil ne touche pas le panneau. Voilà où passe l'argent des contribuables. Regardons maintenant l'état des différents secteurs d'activité en France. L'industrie automobile, qui était autrefois un fleuron national, est aujourd'hui un lointain souvenir. Certes, Renault et Peugeot existent encore, mais sont-elles vraiment françaises? En 2024, moins de 30% des voitures vendues sous ces marques étaient fabriquées en France. Pourquoi? Eh bien parce que la production est délocalisée vers des pays où les coûts de main-d'œuvre et les impôts sont bien plus faibles. Et c'est sans compter nos normes écologiques complètement absurdes qui rendent nos usines non compétitives. Le secteur agricole est lui aussi en péril. Confronté à des normes européennes de plus en plus contraignantes et à la concurrence internationale, nos agriculteurs peinent à survivre. La France ne serait plus le grand fermier de l'Europe. C'est aujourd'hui le seul grand pays agricole où les parts de marché reculent. Le déclin de la puissance agricole française se voit dans les chiffres. Deuxième exportateur mondial il y a 20 ans, la France a dégringolé au 6e rang. Pour essayer encore de gagner aussi en compétitivité, c'est un coût qu'il faut qu'on malheureusement on retrouve en rayon et qui parfois se trouve en concurrence avec des premiers prix espagnols ou italiens. Des concurrents étrangers qui ne sont pas concernés par les lourdeurs réglementaires que la France s'impose. On a ce réflexe malheureusement franco-français d'alourdir et de vouloir devenir le meilleur de la classe, sauf qu'en devenant le meilleur de la classe, on perd des parts de marché. Résultat, un appauvrissement des zones rurales, une perte d'indépendance alimentaire et une colère légitime chez les agriculteurs qui manifestent régulièrement, bien que ces mobilisations soient souvent passées sous silence par les médias traditionnels. Évidemment, les consommateurs en payent le prix, avec des produits locaux qui disparaissent, une qualité alimentaire en chute libre et des prix qui flambent. Et s'il y a bien un secteur qui symbolise l'échec de l'économie française, c'est l'énergie. La France, autrefois leader mondial dans le nucléaire, a saboté sa propre filière en désinvestissant et en retardant les projets stratégiques. Nos centrales vieillissantes peinent à répondre à la demande. Alors qu'on aurait pu être un grand exportateur d'électricité, on est devenu dépendant de l'Allemagne, qui nous vend son électricité à prix fort et qui en plus la produit avec du charbon. Un comble pour un pays qui se revendique champion de la transition écologique. Ces trois secteurs, l'automobile, l'agriculture et l'énergie, ne sont pas des cas isolés. Leur effondrement fragilise tout l'écosystème français. La désindustrialisation accroît le chômage et diminue les exportations. La crise agricole met en péril notre souveraineté alimentaire et la dépendance énergétique augmente les coûts pour les ménages et les entreprises. Ma petite boîte, elle est en train de crever, elle va sans doute être obligée de fermer. Je suis confronté à l'explosion du prix de l'énergie et en quelques mois, en quelques semaines, ma facture est passée de 4 000 € à 15 000 €. On meurt en silence. Personne ne le sait, mais tous les jours, des PME industrielles, des boulangers, des agriculteurs crèvent en silence à cause de ces problèmes d'énergie. Alors à qui la faute? Eh bien c'est celle de nos dirigeants qui ont abandonné nos forces stratégiques pour courir après des politiques court-termistes, souvent dictées par une idéologie complètement déconnectée de la réalité. Maintenant, la France est au bord d'une crise politique majeure. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les gouvernements se succèdent sans parvenir à redresser le pays. L'Assemblée nationale est devenue un véritable cirque, où chaque groupe politique défend ses intérêts sans se soucier de l'avenir du pays. Et la médiocrité de nos politiques est encore plus frappante depuis l'investiture de Donald Trump, un président patriote qui est élu sur un programme et qui l'applique aussitôt. Le jour même de son arrivée au pouvoir, Trump avait déjà signé plus de 200 décrets à effet immédiat. Tout cela contraste avec nos tocards de politique incapables de tenir une promesse. J'ai envie de dire tant mieux pour les Américains et tant pis pour nous. On voit bien le fossé, le contraste terrible entre les Américains et nous. J'ai l'impression souvent d'être un Allemand de l'Est qui regarde ce qui se passe en Allemagne de l'Ouest. Nous, avec nos croque-morts, Lombard, Montchalin, Bayrou, pardon, mais c'est quand même à se foutre en l'air. Qu'est-ce qu'on propose là où eux vont déréguler, vont libérer un pays qui déjà était beaucoup moins régulé et fiscalisé que le nôtre? Nous, on propose des augmentations d'impôts à l'échelle nationale. C'est tout ce qu'on sait proposer. Et c'est vrai, nous avons des dirigeants qui n'incarnent rien, des technocrates incapables de porter une vision pour la France. Pendant ce temps, les autres pays avancent, innovent et attirent nos meilleurs talents. La France s'effondre et nos dirigeants n'en ont vraiment rien à foutre. Au lieu de redresser le pays, ils alourdissent nos impôts
impôts, augmentent leur propre salaire et veulent même nous faire travailler gratuitement. Ben oui, il faut bien financer l'assistanat, la CAF, l'AME, la dette algérienne, les hôtels pour les migrants et les cartes bancaires pour les mineurs isolés. Et à mesure que l'économie française s'effondre, l'État n'aura bientôt plus d'autre choix que de se servir directement sur votre épargne. Peu de gens en parlent, mais sachez que tout l'argent que vous avez sur un compte bancaire en France peut être saisi par l'État. Que ce soit vos assurances vie, PEA, compte courant ou livret A, l'État peut légalement s'en servir grâce à la loi Sapin 2, qui lui donne le droit de bloquer ou de prélever votre argent pour éponger ses dettes en cas de crise majeure. Personnellement, une grande partie de mon épargne est déjà placée à l'étranger, hors de portée de l'État français. J'utilise DeGiro, un courtier basé en Allemagne. Sachez que confisquer de l'argent dans une banque étrangère est beaucoup plus difficile pour l'État, puisque ça relève du droit international. Pour ma part, j'investis dans des ETF diversifiés sur l'économie mondiale et américaine, notamment sur le S&P 500, dont le rendement historique est de 10% par an. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon courtier en description, et si vous êtes débutant en bourse, pas de panique, j'ai préparé un guide gratuit pour vous aider à débuter. Le lien est également en description. Bref, mettez-vous à l'abri avant qu'il ne soit trop tard, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.